Mais anyway, je pense pas que personne peut créer pendant 12 heures, là. Tu sais, je pense que... Ben, peut-être. Dépendamment, là. Mais ça dépend, tout le monde est différent. Ça dépend qu'est-ce que tu fais Ça dépend aussi, qu'est-ce que tu fais, exact. Les Da Vinci puis tout ça, I guess que c'était une journée complète, puis... I don't know about Da Vinci. Le gars, il était dope, mais ça fait un bout, là. Puis, tu sais, Chris, il inventait des machines à voler, pareil, là. Non, mais c'est ça, mais c'est des 12 heures, mais genre... Ah non, mais c'est infini, tu sais. Pour moi, la créativité, c'est ce qui me passionne le plus dans l'art, hein, comme comment est-ce que le cerveau va réussir à créer, partir d'une idée, puis mettre quelque chose dans l'univers, que ce soit n'importe quel objet ou forme artistique. Ce processus-là, je le trouve fascinant. Mm-hmm. Je pense que notre société actuelle est, très axée vers la créativité avec les médias sociaux. Est-ce que c'est quand même valorisé, même sur TikTok, là, les gens qui dessinent, tout ça, il y a comme une espèce de regain du craft, vraiment, de l'art. D'un autre côté, le téléphone devient aussi la source de distraction première qui fait que ton cerveau peut pas fully voyager puis prendre le temps de tu sais, je me sens pas dans un état créatif où est-ce que je serais capable d'écrire un livre, un long métrage. C'est pour ça que je vous dis, comme quand je travaille avec le format, c'est que je fais des trucs courts, simples, parce que mon gap d'attention, il est restreint. Mais éventuellement, ma petite va aller à la garderie, puis je vais retrouver une meilleure discipline. Tu sais. C'est fou, parce que je me souviens que tu me racontais, à un moment donné, on avait une conversation autour de la page blanche, tu sais, puis d'être bloqué, puis tu me parlais d'une technique qui t'aidait, toi, à genre passer par-dessus la page blanche. Ouais, je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus, c'est quoi? C'est le gars de Monty Python. Ah oui, c'est John Cleese. Ouais, c'est fascinant. Lui, ceux qui connaissent pas John Cleese, c'est un des membres fondateurs des Monty Python, qui est comme un groupe d'humour british qui est carrément révolutionnaire à plein d'égards. Légendaire. Ah, c'est incroyable. Les gars, c'est comme un peu... je vais faire le parallèle avec RBO, mais c'est vraiment pas de la même nature, mais dans le sens, c'est comme le groupe d'humour mythique british qui ont après ça eu des carrières solo. Ouais. Terry Gilliam devenu un grand réalisateur. C'est lui qui a fait Fear and Loathing in Las Vegas, il a fait Johnny Depp, Brazil, il a 12 fait 12 Monkeys, ouais, des grands films. C'est légendaire. Puis ce groupe d'humour anglais-là, c'était tous des universitaires qui étaient en philo, je pense. C'était très intellectuel aussi. Très intellectuel. C'est super absurde, c'est Brett, là. Super surréel. Ouais. John Cleese, lui, il s'est vraiment attardé à la créativité après que le groupe se soit un peu séparé. Plus tard, il a commencé à donner des conférences sur la créativité. Puis il y a une conférence sur YouTube qui dure une 30aine de minutes qui est vraiment excellente, que je recommande à n'importe qui a un intérêt pour la créativité. Il dit qu'il aborde la créativité comme la résolution de problèmes, que je suis un peu d'accord, là, tu sais, où est-ce que tu essaies de résoudre quelque chose, que ce soit quand tu fais une peinture ou que tu écris une chanson ou que tu fais un sketch, tu as comme à un moment donné, tu sais un peu où est-ce que tu veux t'en aller, tu as comme une idée imprécise de où est-ce que tu veux aller, puis il faut que tu t'y rendes avec les contraintes puis les paramètres que tu as devant toi. Donc, en ce sens, il y a comme une résolution de problème. Il faut que tu arrives à décrypter qu'est-ce que tu as devant toi puis comment t'y rendre. Puis lui, il dit que il s'intéresse beaucoup au cerveau comme d'un point de vue très neuroscientifique, c'est-à-dire comment le cerveau travaille puis approche ces problèmes-là. Puis il dit simplement que le cerveau travaille sans qu'on ait la conscience des choses. Même concept que quand tu étudies avant de te coucher pour un examen que tu aurais le lendemain, t'étudies, ben le lendemain, ton cerveau il a continué à repasser la matière. Comme notre cerveau, quand on dort, il travaille. Mais j'ai vu un truc passer récemment, comme je suis pas exactement certain de la mathématique, mais ce serait environ 80% de tout ton matériel de pensée qui serait subconscient. C'est fou, hein? Et la majorité de ce qui se passe dans notre tête, c'est en dessous de l'océan, c'est des trucs qui sont pas conscients. T'sais. C'est fou, tu sais. Puis quand tu acceptes cette chose-là, ça dit arrête d'essayer de te battre trop avec comme reprendre le pouvoir sur comme consciemment ce que tu veux faire. Ça le prend, ce moment-là, mais ça prend aussi un laisser-aller où est-ce que le problème va continuer à se résoudre de lui-même. Il faut que tu sois capable d'accueillir la réponse après. Puis c'est de trouver un état où est-ce que... Moi, j'ai réalisé, bien avant de voir les trucs de John Cleese, que je trouvais mes jokes, genre, ou mes
vraiment quand ça se plaçait, que ça soit trouver la ligne de mon stand-up, que ça soit genre vraiment trouver l'angle de mon vidéo, whatever, dans la douche le matin. Parce que c'est comme si t'es dans un moment où est-ce que bon, tu viens de te réveiller, ton cerveau il a tout continué à mijoter ça, puis là t'es dans cet espace-là où est-ce que tu peux pas faire grand-chose dans ta douche à part te laver. Tu sais, tu peux pas genre, t'es pas sur ton sel, là, t'es dans ta douche, puis là c'est comme si ces affaires-là qui étaient genre dans l'océan, là, comme tu dis, ils repopent un peu à la surface, puis tu fais « Oh shit, je suis un génie, je l'ai trouvé. » Mais tu l'as trouvé, ton cerveau il a fait la job pendant la nuit, c'est juste que là, t'as été dans un état de conscience parce que t'as attrapé cette solution-là. Mais après ça, il faut encore le faire, tu sais. Parce que les idées, c'est une chose, mais il faut les matérialiser. Les idées sont pas bonnes pour le monde matériel. Souvent, j'ai des visions, puis je me dis, je fais ça, puis ça marche pas. T'essayes de faire rentrer un carré dans un cercle, tu sais. Ouais. C'est juste comme, c'était bien dans ma tête, mais dans la réalité, ça existe pas, ça se translate juste pas, ça se peut pas. Absolument. Puis John Cleese, il dit, tu sais, pour finir un peu cette idée-là, il dit le conseil qu'il donne aux gens qui sont comme comment est-ce qu'on crée, tu sais, quand on a peur justement de la page blanche, ben il dit trouve-toi un lieu où est-ce que tu n'auras pas de distraction. Fait que ça soit un bureau, ça peut être ta chambre, ça peut être juste un lieu où est-ce que un safe space où est-ce que tu vas pouvoir créer. Ferme ton cell, genre vraiment coupe-toi, puis après ça, donne-toi un certain moment, parce que c'est pas vrai que tu peux rentrer d'un coup, tu sais, si tu te mets à écrire, ça sera pas bon au début, mais genre, tu vas pogner une zone à un moment donné, pogner une zone, mais il faut que tu te laisses le temps. Fait que ça peut être frustrant, je pense, pour des gens qui veulent des résultats rapidement. Tu sais, tu peux, en peinture, là, moi j'ai étudié en art visuel, là, tu sais, tu peux peindre de la merde, puis tu peux avoir comme une épiphanie, là, vraiment, pendant 2 minutes, comme les trucs se placent, puis les 2 heures que tu as passé à mettre du brun puis à tourner le truc de bord, il est important ces 2 heures-là qui fait qu'à un moment donné, t'es sur ton X. Mais il y a comme un truc en création, je trouve, de un artiste anglais, Brian Eno, qui parlait de la notion d'équilibre entre en anglais il disait control and surrender. Qu'est-ce qu'en français ce serait entre le contrôle et le laisser aller un petit peu, la confiance en... Il parlait de l'équilibre du surfer qui est comme il faut que tu contrôles, mais il faut que tu rides la wave en même temps. C'est fou, c'est vraiment une bonne analogie. Moi, c'est souvent ça que je trouve mon désir de vouloir faire quelque chose, de m'asseoir, d'écrire. Il va m'amener quelque part, mais si je suis uniquement dans le désir, le vouloir accomplir, le vouloir produire, puis c'est un truc qui devient, je trouve, plus difficile avec le temps aussi. C'est pour ça que j'ai une petite théorie que pourquoi les albums classiques, c'est tous les kids qui avaient 19 ans, leur premier album, Puisqu'on est encore dans la notion de jeu, tu sors, les jeunes artistes, ils sortent du playground, de l'école, tout est encore un jeu, on continue à jouer, mais quand t'es rendu un artiste dans la trentaine, la quarantaine, t'as des responsabilités, la notion de vouloir contrôler, de vouloir produire, de dire à cette période-là, j'ai besoin de mes 10 chansons pour faire ma tournée, pour faire mon album, pour avoir ma sub, elle devient que c'est très difficile, c'est plus difficile de se laisser aller totalement, puis de se dire aujourd'hui surf, il n'y a rien qui est venu, j'ai fait 2-3 brouillons, il n'y a rien qui s'est passé. Cinéma, vas-y. Ça vient des fois aussi avec la liberté totale, tu sais. C'est comme Lars von Trier, genre le cinéaste danois, tu sais, il parle toujours des obstructions. Il faut que tu aies une obstruction pour que ton travail créatif devienne un jeu, pour contourner cette obstruction-là, tu sais. Moi, j'adore les contraintes. J'adore les contraintes, puis il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas de règles, right? Exactement. S'il n'y a pas de terrain de soccer, si tu n'as pas le ballon, puis il n'y a pas de jeu. Que ça soit du temps, que ça soit... Bon, là, c'est sûr que si... comme dépendamment quand tu vas avancer dans l'industrie, puis dépendamment de ta branche, puis ton art, tu as de plus en plus de contraintes, puis à un moment donné, trop de contraintes, je pense que ça peut devenir comme étouffant. Puis il y a des personnalités aussi qui deal plus mal avec la contrainte, mais... c'est le fun ensuite de les briser aussi. Mais absolument, puis ça fait partie, je trouve que ça fait partie de
c'est le classique du jazzman qui apprend toutes ses gammes pour après ça. Yeah. Mais il faut que tu saches la musique pour un minimum pour la décalisser après ça, tu sais, dans 100%. le sens. Tu parles des premières œuvres qui sont plus raw, tu sais, je trouve qu'on le voit beaucoup au cinéma, tu sais, les réalisateurs qui me font vraiment triper. On dirait que les 3-4 premiers films, tout est là des fois. Puis c'est pas que c'est inintéressant de suivre le reste de la filmographie, mais tu sais, c'est comme si des fois tu dis ce que t'as à dire, après, tu sais, c'est out there, puis après ça, tu veux refaire les choses. Il y a ça aussi, tu sais, moi je le vis beaucoup avec des vidéos virales. Il y a une drogue, puis une euphorie qui vient avec le fait que ta vidéo explose. Puis comme humain, logiquement, tu veux recréer ça, puis le chemin le plus simple, c'est de refaire la même chose. Puis c'est normal. Puis des fois, les gens, ils demandent ça. T'as fait quelque chose, ils veulent tout de suite que fais la suite ou refais-le, tu sais, ils aiment ça. Puis c'est le chemin logique à faire comme artiste, de refaire ce qui a marché. Yeah. Tu sais, c'est comme si tu fais une bonne recette chez vous, pourquoi tu mangerais pas tout le temps cette recette-là, tu sais? Tu l'as, la recette, elle marche. Yeah. Pourquoi tu changerais? Puis je pense que c'est pour ça que l'artiste est comme voué à être anxieux toute sa vie, parce qu'il y a une partie de toi qui veut retrouver cet engouement-là, puis cette approbation-là du public, puis d'un autre côté, t'es comme, non, un artiste doit toujours se réinventer, puis tu veux... En tout cas, tu sais, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi, là, tu sais.